Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour un nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or. Reçoit aujourd'hui Vincent Bollard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Knight Frank. Oui. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission avec nous. Un mot sur l'année 2024, Knight Frank. C'est pas une des meilleures années que l'on ait eues, au niveau du marché. Comment ça s'est passé pour vous? Non, c'est pas une des meilleures années. Maintenant, elle a été, on va dire, elle a été assez équilibrée. À Paris, nous avons 5 business units. Si je reprends dans l'ordre, on va dire dans l'ordre de taille, c'est évidemment le locatif bureau d'abord, ensuite c'est le capital market, le locatif commerce, l'expertise et enfin les travaux. Et on va dire qu'on a assez bien diversifié et donc bien résisté sur l'année 2024 dans le contexte que nous connaissons tous. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, on a connu des jours meilleurs, des meilleures années, mais la diversification des investisseurs qu'on a pu accompagner au travers de nos effectifs nous a permis de très bien résister. Ouais. Cette diversification, justement, aujourd'hui, elle est essentielle. Ces années de crise ont été porteuses à ce niveau-là, justement. Oui, la diversification elle est essentielle, le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là encore, on voit les intentions, et je raisonne pas simplement à l'échelle nationale, mais j'ai envie de raisonner à l'échelle mondiale. Quand on voit les intentions d'investissement des plus grands fonds, aujourd'hui, c'est le living sector en première catégorie. On retrouve du data center, on retrouve de la logistique, on retrouve évidemment quand même du bureau. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on n'est plus sur le binôme ou le trinôme bureau, retail, logistique. On est sorti de tout ça, même si ça reste des classes d'actifs tout à fait dominantes. Mais en tout cas, on doit accompagner cette diversification dans toutes nos départements. Évidemment, nous, l'ADN de Knight Frank, ça a toujours été en matière locative, effectivement, Paris, j'ai envie de dire Paris QCA. Ça ne nous empêche pas d'avoir une équipe, évidemment, locative en première couronne et de faire plutôt des bonnes opérations cette année. En revanche, ça reste notre ADN et grand bien nous fasse aujourd'hui, quoi. Ouais. Le bureau, c'est une question que l'on pose à tous les professionnels qui passent dans cette émission. Quelle est votre vision, vous, sur la situation du bureau aujourd'hui et son avenir? Je crois que évidemment, je vais citer une expression, le bureau est loin d'être mort, absolument pas mort, c'est certain. Encore une fois, on en parlait, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Quand on regarde le taux de vacances dans Paris, alors effectivement, il est bas, effectivement, il remonte. Maintenant, quand on se compare là aussi avec les grandes capitales européennes, on est mieux que bien. Donc c'est vrai que à côté de ça, on atteint des taux de vacances quasiment à 30% sur certains secteurs géographiques de la première ou de la deuxième couronne. Il faut se poser des bonnes questions. Les réponses, pour moi, elles sont éminemment politiques, d'abord. Mais en tout cas, on va dire que les mouvements locatifs de cette année confortent d'une part Paris QCA, évidemment, mais je vais un petit peu plus loin et j'ai envie d'être optimiste. Quelques motifs d'espoir sur la défense, un secteur sud-ouest avec Issy-les-Moulineaux ou Boulogne qui résiste bien également. Donc, il y a quand même des motifs de satisfaction. La première couronne, ça marche encore. Ça reste encore parmi vos objectifs, en tout cas. Oui, enfin, on a quand même un vrai sujet à traiter sur des mètres carrés qui ne seront peu ou pas loués. Il faut se dire les choses. Et là encore, je pense que la réponse, elle est politique. Elle a mis du temps à venir, mais j'ai l'impression qu'elle vient. Il faut évidemment se poser le sujet de la conversion. Le nombre de mètres carrés doit être sans aucun doute réduit, mais je trouve que ça résiste plutôt pas mal, ouais. Les leviers de développement, donc, vous les avez évoqués un petit peu, data center, hospitality, j'imagine aussi, logistique aussi. Pour Knight Frank, vous voulez dire? Oui, bien sûr, pour Knight Frank, bien sûr. Oui, alors, pour Knight Frank, évidemment, on va dire qu'au niveau de l'équipe investissement, c'est vrai qu'assez récemment, elle est venue dans votre studio, c'est Christelle Villotte qui est arrivée chez Knight Frank pour effectivement développer une équipe living sector à proprement parler et qui s'accompagne d'une équipe pan-européenne sur ce thème-là. Cette équipe pan-européenne, elle va de toute façon être renforcée parce que, comme je l'ai dit en introduction, ça fait partie des grandes intentions d'investissement des grands fonds à l'échelle mondiale. Donc, on est parti là-dessus. C'est vrai que dans notre équipe investissement, on traite aussi la logistique, du data center comme d'autres.
fait, toutes les classes d'actifs sont représentées. Alors, on n'a pas à ce stade quelqu'un avec marqué je fais de l'hôtellerie sur le front. En revanche, effectivement, ça fait partie des sujets qu'on évoque, sur lesquels on peut se poser des questions. Soit on le traite à l'échelle locale en France, soit on le traite à l'échelle pan-européenne. Je pense que s'agissant de Knight Frank, on va plutôt le traiter dans la deuxième option. Quelles sont vos ambitions justement à court terme, 2025 et peut-être à plus long terme chez Knight Frank? Alors déjà, en 4-5 ans, on a fait quand même beaucoup grossir la société. Elle a quasiment doublé de taille, hein. On est aujourd'hui quasiment 110, on va vers les 120 personnes. Donc c'est déjà plutôt pas mal encore une fois, dans la période. Mais les ambitions, oui, elles continuent de croître. On essaye de... l'ADN de Knight Frank au sens global, hein, c'est 27 000 personnes dans le monde. Et c'est vrai qu'à Londres, on a aussi cette empreinte, aussi cet ADN très résidentiel. Et on essaye à l'échelle européenne, pas seulement en France, de travailler également beaucoup les synergies entre la partie commerciale et la partie résidentielle. On a un réseau d'agences ici en France qui sont des partenaires, des franchises, des licences de marque. Et on va essayer de créer des synergies avec eux également, justement sur le living sector. Pourquoi pas partir un peu dans la découpe, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des axes de développement, l'hôtellerie, la découpe, tout ça, c'est des Lyon. On aimerait se renforcer. On a un partenaire avec Rudy Gauze, associé Knight Frank à Lyon. Ça fait partie des axes de développement. On regarde, mais c'est plutôt en tout cas de la croissance à minima organique, ouais. Le living, le résidentiel que vous évoquez, ça passe par quoi aussi? Par la transformation de bureaux en logements? C'est une chose qui... Ouais. Bien sûr, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que la volonté est politique, parce que nous on a traité, quand je fais le compte de ces 3-4 dernières années, quasiment 150 000 mètres carrés entre les opérations qu'on avait réalisées au Plessis-Robinson, à Châtillon, récemment en Vélizy avec Kaufman & Broad. Voilà, on a traité beaucoup de sujets de transformation, et c'est vrai que le principal obstacle n'est pas tant dans la volonté des promoteurs de faire des offres, il est beaucoup dans la volonté politique de ne pas vouloir transformer du bureau qui rapporte de la taxe foncière ou de la taxe bureau en résidentiel qui est, comme on dit, voilà, plus un centre de coût qu'un centre de profit pour les communes. Donc la volonté de changement, elle est politique, mais elle vient parce que je pense que c'est tout à fait inéluctable pour certaines communes de la première et surtout de la deuxième couronne. C'est un stress, cette volonté politique. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien. Cette instabilité que l'on connaît depuis plusieurs mois, c'est quelque chose qui vous, j'allais dire qui vous angoisse, peut-être pas jusque-là, mais qui vous inquiète en tout cas? Alors, c'était un stress. Comme je dis, je trouve que on voit des communes qui étaient un peu, pardon du terme, un peu des ayatollahs de l'anti-transformation qui viennent dans ces directions. Donc, on va dire que ça, c'est un motif d'espoir. Maintenant, effectivement, on est tous d'accord pour dire que la volonté politique n'a pas forcément la même vitesse que la volonté économique ou la volonté transactionnelle. D'autant que là, on arrive avec des échéances électorales. Et je passe les menaces de dissolution, j'en passe et des meilleures. Mais déjà, on a des échéances électorales et quand on discute avec des promoteurs, forcément, au-dessus des permis de construire, ils se projettent dans l'après 26, quoi. Plutôt dans 2027. Donc forcément, tout ça, quand on regarde ça de façon assez... c'est statique, on se dit, voilà, on est un peu dans l'immobilisme français qui vient mettre quelques barrières, ouais. C'est comme ça qu'on le voit depuis Londres, justement, depuis le siège de Knight Frank, le siège international? Ouais, ils ont aussi leurs problèmes, hein. En Allemagne, non, on va pas faire du French bashing en la matière. Ils ont tous leurs obstacles, évidemment, réglementaires, ouais. Quelles sont vos raisons d'espérer pour la suite? Si je vous en demandais 3, par exemple. Vous en avez déjà évoqué une, hein, il y a quelques instants, disant que le sentiment politique tel que enfin, les évolutions politiques telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est quand même plutôt, on va dans le bon sens. Alors les raisons d'espérer, je veux dire, pour la France, déjà, Oui. moi, je trouve que quand on regarde la séquence 2024, elle a été folle, hein, d'un point de vue politique, géopolitique. Heureusement, on a eu les Jeux Olympiques, mais quand on voit la séquence électorale, les dissolutions, l'absence de gouvernement, enfin, les guerres, on a quand même vécu une année 2024 assez dingue. Quand on l'analyse assez froidement, et pourtant, ça a bien résisté. On voit que la France attire. Ça, c'est, je pense, complètement indéniable. J'espère que le contexte va faire que ça ne va pas changer. Elle attire les étrangers, elle attire au travers de son marché
tout l'aspect justement résidentiel et commercial. Donc tout ça, ça projette un très bon équilibre, je trouve. Donc pour moi, c'est un vrai motif d'espérer. On reste quand même en front, sur le devant de la scène, même si on se glisse un petit peu entre, on va dire, entre deux portes, mais en tout cas, on est là et je pense que la France est forte. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, elle attire. Et s'agissant de Knight Frank, notre ADN de diversification fait que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de motifs d'inquiétude. Voilà, faut pas que ça se dégrade plus, mais pour l'instant, merci Madame la Marquise, tout va bien. Ouais. En tout cas, vous avancez chez Knight Frank, vous l'avez dit, vous avez évoqué Christelle Villotte, que l'on a reçue récemment aussi dans cette émission, sa nomination au début d'année. Donc, effectivement, tout cela, ce sont des sources d'espoir. Oui, on avance lentement mais sûrement. La politique du groupe a jamais été, et là encore, je parle pas de la France, hein, mais la croissance externe, mais plutôt la croissance organique. Ça procure parfois un petit peu de lenteur par rapport à d'autres, mais en tout cas, on va dire qu'on est sage dans notre croissance et on l'a fait ces dernières années assez doucement, mais je pense qu'on l'a plutôt bien fait. Là encore, en suivant à la fois sans renier notre ADN, en gardant cet ADN, on va dire, assez prime dans toutes les classes d'actifs, et en même temps en allant dans cette diversification qui est absolument nécessaire pour nos clients. La diversification, aujourd'hui, c'est vraiment le levier essentiel. Oui, c'est un des leviers. Il faut consolider ses positions. Et je crois que c'est un travail un peu sur les deux jambes. C'est trouver les bonnes personnes pour accompagner cette diversification, et deux, continuer à très bien travailler dans nos métiers historiques. Et on essaie de le faire tous les jours. Trouver les bonnes personnes, c'est la difficulté aujourd'hui. Ça l'est un petit peu moins. Ouais. On va dire les choses, mais ça l'a été pour Knight Frank. Avant, on avait sans doute, il y a 5, 6, 7, 8 ans, un peu plus dans un marché très bouillant, un peu plus de difficultés à tirer, mais on y arrivait quand même. Et là, je pense qu'avec nos succès et l'image qu'on renvoie, c'est un petit peu plus facile. Mais attirer les talents, c'est jamais très très simple de toute façon. C'est jamais simple, vous avez raison de le dire. Merci beaucoup, Vincent Merci Bollard. à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imoweek.fr.